qui ne me connaissent pas, je suis François Proulx, donc professeur associé à la chaire de recherche CRSNG sur l'eau potable à l'Université Laval. Je travaille aussi à la Ville de Québec et à la communauté métropolitaine de Québec à titre d'expert en eau potable. Je tiens aussi à souligner la future présence de Manuel, qui devrait joindre à nous, Manuel Rodriguez, qui est titulaire de la chaire de recherche en eau potable et aussi qui est professeur à l'École supérieure en aménagement et développement, l'Université Laval. Donc, je vous remercie tous tous et toutes, d'avoir répondu nombreux à cette invitation pour cette 9e visioconférence de la programmation de l'hiver et du printemps 2021 et qui se poursuivra jusqu'au 9 juin prochain. Avant de commencer, des petits rappels d'usage. Donc, je vous demande de garder vos caméras et vos micros fermés durant toute la conférence. Ça permet, comme diraient mes collègues de Centro, d'économiser les gaz à effet de serre, de diminuer notre consommation d'énergie et puis aussi de garder focus sur notre conférencier. Donc, à la fin de la conférence, je devrais prendre environ 30 minutes, 35 minutes. On va prendre des questions des participants et des participantes. À ce sujet-là, je vous encourage à utiliser la fonction clavardage de Zoom, mais aussi vous pouvez demander aussi par la même fonction une demande de prise de parole. Donc, vous pouvez soit écrire votre question, soit la demander de façon orale, mais il faut que vous me préveniez par clavardage, s'il vous plaît, ça va éviter la cacophonie. Donc, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir avec nous M. Mathieu Lapointe. Donc, Mathieu Lapointe est diplômé en génie civil de la Polytechnique de Montréal. Il a également obtenu sa maîtrise ainsi que son doctorat en traitement de l'eau au sein de la chaire industrielle CRSNG en eau potable sous la direction du professeur Benoît Barrault. Depuis 2019, il est chercheur postdoctoral à l'Université McGill au département de génie chimique et travaille en collaboration avec la professeure Nathalie Tupenji, ou Tupenji, je ne sais pas comment on le prononce. Mathieu, il développe de nouveaux matériaux ainsi que de nouveaux procédés reliés à la science du traitement des eaux, priorisant notamment en ce qui a trait à l'enlèvement des contaminants d'intérêt émergent, comme les micros et les nanoplastiques. Le titre de la conférence de Mathieu est « Abattement des microplastiques lors du traitement des eaux ». Donc, à toi, Mathieu. Merci, M. Proulx, comme je le mentionnais tantôt, pour l'invitation et aussi l'introduction. C'est avec grand plaisir là, que je ferai un tour d'horizon des travaux qui sont faits à l'Université McGill, de nos travaux, surtout en lien avec l'abattement des plastiques lors du traitement des eaux. Donc, on va essayer d'être le plus compact possible. Donc, on va essayer de faire un tour d'horizon, de savoir comment ces contaminants-là se comportent dans nos filières de traitement des eaux. Ils sont clairement là, des contaminants d'intérêt émergent. On le sait maintenant, les microplastiques, les nanoplastiques sont partout, dans l'air, dans les sols, dans les eaux. Et ça nous préoccupe d'un point de vue de la santé publique, mais aussi d'un point de vue de la santé des écosystèmes aquatiques. Je mentionnerais que le mot préoccupe est peut-être un peu fort. Il faudrait plutôt dire qu'on évalue encore le risque pour savoir à quel point ça nous préoccupera plus tard ou pas. Finalement, on pourrait dire qu'on se préoccupe que ça nous préoccupe. N'en demeure pas moins qu'il reste encore beaucoup de questions en sciences à élucider en lien avec les microplastiques. Justement, sont-ils enlevés lors du traitement conventionnel, lors de nos traitements designés en Amérique du Nord? Comment sont-ils enlevés aussi? Ça serait intéressant de le savoir. Et est-ce que nos coagulants classiques, nos filières classiques fonctionnent bien? Et aussi, s'ils fonctionnent bien, ou peut-être qu'ils fonctionnent moins bien, et dans ce cas-ci, comment on pourrait les améliorer pour enlever plus de plastique? Et plus largement, on pourrait aussi poser la question, et je vous le dis tout de suite, ce n'est pas moi qui vais répondre à cette question-là, devrait-on enlever plus de microplastiques et d'autres contaminants anthropiques dans nos eaux usées? Donc, il y a beaucoup de plastique là, qui est produit dans le monde. On parle de plus de 330 millions de tonnes de plastique produit annuellement dans le monde. Et ça s'explique assez bien. C'est un matériel qui est léger, c'est un matériel qui est versatile, qui est malléable. On peut choisir la couleur. C'est même un matériel qui est relativement résistant
compte tenu de sa légèreté, finalement. Le problème avec le plastique, ce n'est pas nécessairement l'utilisation du plastique. Ce n'est pas seulement l'utilisation du plastique, mais c'est essentiellement sa médiocre gestion ou sa moins bonne gestion, si on peut dire, selon on est où dans le monde. Et donc, de la production mondiale, là, il y a moins du corps qui est adéquatement recyclé. Donc, là, conséquemment, plus du 3/4 qui va irriguer nos ordures ménagères ou qui sera éventuellement directement relargué dans l'environnement. Et de ce qui est relargué, on parle d'environ 5 à 37 qui serait acheminé dans les eaux de surface, dans les océans. C'est une plage assez large. On pourrait parler de 5 plus pour les pays industrialisés avec des normes environnementales comme ici, peut-être plus 30, 35, 37 dans des pays moins industrialisés ou qui ont, disons, une volonté d'action différente en matière d'environnement. Donc, on les définit, ces plastiques-là, comme étant des microplastiques ou des nanoplastiques. Là, on voit on voit un certain nombre de plages de diamètre dans la littérature. Je ne veux pas nécessairement philosopher sur ce qu'est un micro ou un nanoplastique. On pourrait tout simplement s'entendre pour dire qu'un microplastique est considérablement plus gros qu'un nanoplastique. Ce qui est surtout plus important pour nous, je crois, c'est la notion, outre la notion de taille, c'est vraiment la notion d'accumulation dans l'environnement. Oui, forcément, là, ces plastiques-là, ils sont assez peu dégradables. Ils vont s'accumuler éventuellement dans les eaux de surface. Donc, il faut évaluer ce risque-là. On continue de l'évaluer. Dans tous les cas, c'est assurément plus simple de pouvoir se dire qu'un contaminant qui est relargué dans le fleuve, disons à Montréal, sera dégradé pas trop loin à Boucherville plutôt que dans l'océan Atlantique. Et en revanche, s'ils ne se dégradent pas à Boucherville, ben, ils seront peut-être transportés sur de plus longues distances, selon la taille et la densité de ces fameux plastiques-là. Et c'est aussi forcément plus incriminant, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, je vais l'utiliser quand même. C'est forcément peut-être plus incriminant de penser que des contaminants qui proviennent de plus grandes villes ou de moyennes villes pourraient éventuellement s'accumuler plus loin, parfois même s'accumuler ponctuellement dans l'environnement. On pourrait penser au lac Saint-Pierre, par exemple. Je n'ai pas de données sur le lac Saint-Pierre, mais ça serait assez logique de croire qu'à cet endroit-là, il y aurait peut-être plus de contaminants qui s'accumulent comme les microplastiques parce que l'entrée du lac Saint-Pierre pourrait agir comme un gros décanteur naturel, finalement. Et avant de commencer, je me permettrais une seconde remise en perspective sur les microplastiques. On dit dans les études sur les plastiques qu'ils sont peu dégradables, peu biodégradables, très lentement dégradables dans tous les cas et qui s'accumulent forcément dans l'environnement par bilan de masse. C'est une phrase qui peut faire peur, j'en conviens, mais la perspective, elle est la suivante. Les matières en suspension, le phosphore et d'autres contaminants anthropiques qui s'échappent de nos stations d'épuration, ils ne disparaissent pas non plus une fois dans l'environnement. Et oui, certains sont biodégradables et sont métabolisables, du moins plus métabolisables que les plastiques. Mais certains contaminants ne se volatilisent pas non plus. Donc, il faut quand même se rappeler que le phosphore n'est pas moins pire pour l'environnement sous prétexte qu'il est biodégradable, si on peut dire comme ça. Et oui, les contaminants anthropiques, biodégradables et ou métabolisables vont changer de forme dans les eaux, mais ils peuvent quand même s'accumuler dans un système. Et la notion, finalement, la notion d'accumulation d'un contaminant dans l'environnement n'est pas exclusive ni spécifique au plastique, au microplastique ou au nanoplastique. Pour le traitement des eaux, parce qu'on va se concentrer là-dessus aujourd'hui, il y a peu d'études encore il y a peu de bonnes études, j'oserais dire, sur l'enlèvement des plastiques, notamment les petits plastiques, les fameux nanoplastiques. Et pas beaucoup d'études sur les mécanismes qui expliquent comment ils sont enlevés lors du traitement des eaux. On le sait, là, les plastiques sont durs à extraire des eaux et donc ils sont durs à quantifier, sont durs à caractériser.
Ils ont une densité qui est similaire à l'eau. C'est une structure organique qui est parfois difficilement dissociable de d'autres structures organiques dans l'eau, comme la matière organique. Ils sont parfois de petite taille, comme les nanoplastiques, et tout ça fait en sorte justement qu'ils sont durs à extraire et à caractériser, à quantifier. Et à cause de cette difficulté-là, il en résulte souvent une sous-estimation dans les matrices complexes, comme les eaux usées, par exemple. On peut utiliser des méthodes de détection ou de titrage ou de coloration, donc qui consiste à injecter un colorant dans l'eau qui va en théorie se coller sur le plastique. Mais ce colorant-là ne va pas exclusivement se coller sur des plastiques, il peut se coller sur d'autres particules, encore une fois, dans les eaux usées. Et dans ce cas-ci, on va systématiquement surestimer la concentration des plastiques. Et bon, cette complexité-là, liée au fait de caractériser les plastiques et d'extraire les vrais plastiques dans les eaux, fait en sorte qu'on a une certaine volatilité, des résultats parfois très erratiques dans la littérature à cause justement de ce challenge-là de caractérisation. Et il y a une sommité mondiale dans le domaine des plastiques qui a publié un article en 2019 qui mentionnait que tous les articles publiés en 2017 et 2019 sur les plastiques, plus de 90% de ces articles-là étaient considérés comme inadéquats ou incomplets justement pour cause de protocoles insuffisants, si je peux le dire comme ça. Donc, depuis ce temps-là, on a regardé à McGill les protocoles, puis on a essayé de faire une synthèse des meilleurs protocoles et d'apprendre de nos erreurs et des erreurs des autres, finalement. Et avec un protocole peut-être plus maintenant réaliste, avec ce qu'on connaît, on quantifie les plastiques et on estime qu'il y a environ 80% à 95% des plastiques qui seraient enlevés en réalité dans les eaux. Ça peut varier selon le traitement, forcément. Et c'est justement une des questions de recherche, c'est de savoir quelle est la performance de notre traitement classique au Québec, le traitement de physico-chimie, par exemple, de coagulants sur ces plastiques-là. On va dans un premier temps tester différents coagulants, tester différents plastiques, différentes tailles de plastique et aussi voir est-ce que le vieillissement des plastiques dans l'environnement va affecter leur enlèvement plus tard dans nos filières de traitement. Donc, je passe très rapidement là-dessus. Donc, on a testé différents plastiques, des nanos, des microplastiques, des fibres de plastique comme des fibres de polyester qui sont relarguées en grand nombre lors de la lessive, des vêtements. Donc, on a recréé un environnement favorable pour l'étude des plastiques. On est en laboratoire, on n'est pas à l'échelle réelle et on a utilisé des plastiques qui étaient aussi marqués, parfois fluorescents. Parfois aussi, on injectait des fibres de polyester nous-mêmes avec une certaine couleur qui facilitait finalement la détection des microplastiques dans nos échantillons, des plastiques qu'on vieillissait nous-mêmes au laboratoire pour recréer des plastiques plus réalistes. Et on a aussi caractérisé des coagulants commerciaux qui sont souvent utilisés dans nos filières et aussi des coagulants alternatifs sur le marché comme les coagulants préhydrolysés. Donc, on a fait de la résonance magnétique nucléaire pour vraiment connaître les propriétés plus intrinsèques des coagulants et en espérant éventuellement en extirper des mécanismes d'action dédiés aux microplastiques. On quantifie les microplastiques, on les caractérise et on les identifie avec la spectroscopie infrarouge à transformer de Fourier. Et on utilise aussi un petit gadget qui est une microbalance à dissipation d'énergie. J'en parle plus tard dans la présentation, mais c'est une microbalance qui permet d'évaluer les interactions de surface entre des coagulants et des plastiques. Donc ici, vous avez la caractérisation des coagulants par la résonance magnétique nucléaire. Et donc, on a comparé l'alun à un coagulant préhydrolysé. Donc, le Pax XL 1900, qui est justement un coagulant préhydrolysé et qui comporte une synthèse particulière qui fait en sorte que dans ce coagulant-là, il y a des polymères d'aluminium qui sont cationiques. Donc, qui auront des mécanismes d'action qui sont différents par rapport à l'alun conventionnel. Donc, le coagulant en rouge, finalement, dans le bas de la diapo, sera positivement chargé et aura beaucoup d'affinité pour toutes les particules et les molécules solubles qui sont chargées négativement, du moins plus d'affinité que l'alun en aurait. Ce que vous voyez sur cette diapo-là, c'est un plastique frais, un plastique neuf versus un plastique altéré qui a été dégradé dans l'environnement.
Donc, on a évalué ça en induisant différentes conditions de vieillissement, par exemple l'exposition aux rayons UV, ce que ferait le soleil dans une autre surface, puis aussi l'attachement, l'agrégation, l'absorption de différents colloïdes, différentes fractions de matière organique, parce qu'en réalité, c'est ce qui se produit. Le plastique va être relargué dans l'environnement et il va être essentiellement en contact avec des UV, des colloïdes, de la matière organique, des variations de température. Donc, on a simulé ça au laboratoire et finalement pour constater que les nouvelles propriétés de surface des plastiques vont définir un nouveau mode d'action avec nos coagulants. Ça, c'est seulement une diapositive, disons, synthèse, peut-être même un peu... Bon, une diapositive synthèse, là, lors de la dégradation et l'altération des plastiques, là, il y a plusieurs mécanismes qui sont en jeu et en simultané, selon s'ils sont dans une eau de surface, dans l'océan, dans une eau de mer qui est très salée ou une eau usée. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que ces plastiques-là ne restent pas, les plastiques ne sont pas frais, ne sont pas vierges très longtemps. Assez rapidement, ils sont dégradés en fonction des compartiments que vous voyez là. La photooxydation via les rayons UV s'enclenche, l'oxydation, l'hydrolyse dans l'eau, la dégradation sous l'effet de variations de température, la biodégradation, la fragmentation aussi de ces plastiques-là via l'érosion ou via d'autres sollicitations mécaniques. Donc, la surface des plastiques peut aussi être altérée, comme je le mentionnais, par la matière organique, des ions, des sels et des colloïdes en général. Ce qui est surtout important, c'est que lorsqu'on fait une étude sur le transport des plastiques dans l'eau, une étude toxicologique ou une étude d'abattement des plastiques, comme nous on fait à l'instant, sur l'enlèvement dans les eaux, bien, il faut bien s'assurer de reproduire les conditions de vieillissement de plastique qui sont les plus réalistes possibles. Sinon, c'est une prise en partant et ça annihile complètement les conclusions qu'on pourrait porter plus tard dans l'étude. Donc, bon, moins de blabla et plus de résultats. Ce que vous voyez ici là, sur l'axe des X, c'est littéralement la dose de coagulant exprimée en milligrammes d'aluminium par litre. Donc, de 1 à 3 milligrammes d'aluminium par litre. On pourrait convertir en environ 11 à 33 milligrammes d'alun par litre. Et sur l'axe des Y, on voit la concentration de fibres de polyester après décantation, donc l'eau décantée. Qui, je rappelle, là, ces fibres-là sont relarguées en bon nombre là, dans les eaux usées via la lessive. Donc, en conditions, je dirais, relativement optimales, avec un pH de 7, 7,5, l'alun fait un très bon travail d'abattement des fibres de polyester. Un abattement qui est supérieur à 95-98 % avec des doses d'alun assez faibles de 10 mg par litre. Et on voit aussi qu'un coagulant plus sophistiqué, comme le PAX-XL 1900, n'est pas nécessairement utile dans des contextes dans des conditions de traitement dites optimales. Donc, même exercice ici sur les microplastiques, cette fois-ci de polyéthylène. Donc, on parle plus de microsphères. Donc, le polyéthylène est aussi systématiquement détecté dans les affluents et les effluents de stations d'épuration de stores. Donc, on voit que contrairement, là, on voit ici qu'on enlève plus facilement les petits microplastiques de 15 microns et on enlève plus difficilement là, les plus gros microplastiques là, de 140 microns là, avec un enlèvement respectif d'environ 90 à 70 %. C'est pas inscrit sur ce graphique-là, mais on aurait un abattement encore plus faible si on avait des microplastiques encore plus gros. Donc, disons des microplastiques de 500 ou de 2000 microns, de 2000 mm par exemple. Et c'est un phénomène qui est observé pour d'autres particules de sable ou de silice. Donc, des gros grains, des grosses particules ou des gros microplastiques sont souvent moins bien enlevés et ça s'explique parfois par des forces hydrodynamiques qui sont générées par un plus gros grain. Donc, en fait, ces gros grains-là, ces plus gros plastiques-là ne sont pas incorporables dans la structure d'un floc qui serait, par exemple, trop petit. Et les gros grains vont parfois même marteler et
carrément détruire les flocs sous l'effet d'impact, de collision, de cisaillement induit hydrodynamiquement lors de la coagulation, de la flocculation. Et on a observé qu'une manière d'enlever de plus gros plastiques, c'était notamment de former des flocs plus gros, justement pour incorporer ces plastiques-là dans une structure de floc plus appréciable. Maintenant, je tenterai d'expliquer en quelques différences les plastiques frais versus altérés et pourquoi c'est une mauvaise idée de designer un projet seulement sur des plastiques frais. Donc, en gros, ce qu'on observe avec la spectroscopie infrarouge, c'est que lorsqu'on a un polyéthylène frais et qu'on le macère dans de la matière organique et qu'on l'expose aux rayons UV, il va y avoir des nouveaux groupements fonctionnels sur ces plastiques-là, comme des hydroxyles, comme des carbonyles, comme aussi du vinyle, qui viennent soit de la matière organique ou de l'exposition au rayonnement UV. Et comme je mentionnais tantôt, ces nouveaux groupements fonctionnels-là vont changer la manière dont les plastiques interagissent avec nos coagulants. Et en fait, c'est exactement ce qu'on observe là. Donc, vous avez la courbe en rouge, qui est l'abattement, l'enlèvement de microsphères de polyéthylène en fonction de la dose d'alun. Et on voit qu'on a un abattement d'environ 78 là, avec 1,0 mg d'aluminium, donc environ 11 mg d'alun. Et que cet abattement-là est de 99 lorsqu'on teste avec des plastiques vieillis. Et justement, ça s'explique par la nouvelle chimie de surface de ces plastiques-là qui ont des carboxyles et qui éventuellement vont mieux interagir. Le coagulant a plus d'affinité avec ces plastiques modifiés-là que les plastiques vierges. Donc ici, je tenterai très, très rapidement de présenter une synthèse de l'enlèvement de différents plastiques, différentes tailles de plastiques dans des eaux usées, avec diverses formes aussi. Et rapidement, là, on constate que les fibres en verre sont bien enlevées durant la décantation et la flocculation. Donc, on parle d'abattement de plus de 94 %, que ce soit des fibres de polyester, d'acrylique ou de polypropylène, qui sont tous des fibres de plastique. Et on a observé aussi que même pour des fibres de coton, donc pas du plastique du tout finalement, mais les abattements étaient assez similaires. Par contre, lorsqu'on observe l'abattement de fragments de plastique ou de microsphères, bien, les abattements sont plus bas. Donc, on chute environ à 80-83 % et on a aussi observé que l'enlèvement de ces sphères-là était similaire à l'enlèvement de la matière en suspension elle-même, finalement. Et une dernière chose aussi qu'on a démontré, qui n'est pas illustrée sur cette diapositive-là, c'est que peu importe le plastique testé, que ce soit des nanoplastiques, des microplastiques ou des fibres, il y a une certaine corrélation qui est assez bonne entre l'abattement des MES et l'enlèvement des fameux microplastiques. Et maintenant, ben, c'est ici qu'on peut se poser la question, peut-on enlever plus de plastique et si oui, comment? Et ce qu'on a réalisé, c'est que c'est assez difficile et assez cher même d'enlever plus de plastique, mais qu'au contraire, c'est très, 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 très facile d'enlever beaucoup, beaucoup moins de plastique. Par exemple, tous les beaux enlèvements que je présentais sur la diapositive précédente ont été obtenus dans des conditions optimales en laboratoire avec une bonne dose d'alun optimale, un pH qui est adéquat. Mais bon, dans des filières de traitement réel, le pH varie, il est souvent même systématiquement plus élevé que 7 dans les eaux usées, 8 parfois, même plus. Et les conditions de mélange ne sont pas optimales, ce ne sont pas les mêmes que dans un bécher de 200 ml, vous en conviendrez. Donc, il y a des défis supplémentaires et ce qu'on observe, malheureusement, c'est que l'enlèvement des fibres de polyester est très bon en conditions optimales, mais si on fait seulement changer le pH de 7,5 à 8,3 avec l'alun, on observe des abattements qui passent de 96 à seulement 27 % ici, là, sur la barre du milieu. Donc, une des solutions serait de simplement compenser le moins bon fonctionnement de l'alun en conditions plus alcalines, à pH plus élevé, par un simple ajustement de pH.
Ou carrément remplacer une partie de l'alun par un coagulant qui tolère mieux ces pH-là, justement comme les coagulants préhydrolysés, qui, eux, continuent de bien enlever les plastiques à plus de 90 %, même à pH 8,3, là où l'alun flanche finalement. Et je mentionnais aussi plus tôt qu'on retrouvait des polymères d'aluminium dans ces coagulants-là, des polymères d'aluminium cationiques qui conservent leurs propriétés, même à pH 8,3. Et clairement, c'est ce qui expliquerait finalement pourquoi ces coagulants alternatifs-là préhydrolysés sont plus performants, même dans des plages de pH plus challengeantes. Donc, c'est pas du rocket science, si vous me passez l'expression. Loin de là, le réel problème lié à un ajustement de pH ou à l'utilisation de coagulants alternatifs, c'est le coût, essentiellement. Donc, ici, on l'explique quand même, la meilleure performance des polymères cationiques ou des coagulants préhydrolysés. Et je l'explique en utilisant une microbalance à dissipation d'énergie, comme je mentionnais plus tôt. Donc, on est peu familier avec cette technique-là dans l'industrie de l'eau. C'est pourtant une technique qui a beaucoup de potentiel en sciences de l'environnement ou en traitement des eaux parce que ça permet de quantifier les interactions coagulants-surface. Donc, c'est une balance qui peut mesurer l'absorption des contaminants à l'échelle du nanogramme sur de très petites surfaces. Et en gros, chaque surface, chaque matériel a une fréquence de résonance qui lui est propre. Le sable a une fréquence de résonance, les plastiques ont une fréquence de résonance. Et j'ai inséré ici une surface de polyester pour simuler une fibre de polyester dans un module d'écoulement. Et ensuite, il y a 2 électrodes qui sont branchées à ce polyester-là, qui sont reliées à l'appareil. Et l'appareil permet de mesurer la fréquence de résonance de mon polyester, finalement. Ensuite, on fait tout simplement, on pompe des coagulants ou des flocculants dans ce module-là. Et la masse de coagulant collée sur la surface de plastique va diminuer la fréquence de résonance du dit plastique et ça sera quantifié par l'appareil. On calcule finalement la masse de coagulant qui se colle sur les plastiques en fonction de la variation de cette fréquence de résonance. Donc, comme l'équation le montre ici, là, la fréquence de résonance est proportionnelle à la masse de coagulant collée sur le plastique. Donc, on a pompé des coagulants, des flocculants dans ce module-là sur le polyester, des coagulants à base d'aluminium cationique qui proviennent du coagulant préhydrolysé. Et on voit sur l'axe des Y ici qu'il y a une diminution de la fréquence de résonance en fonction du temps, ce qui indique que ce coagulant-là, le PAX-XL 1900, a de bonnes affinités d'absorption pour le polyester, même à un pH de 8,3. Ce qui ne semble pas être le cas pour l'alun. Donc, on voit que la fréquence de résonance ne diminue pas beaucoup. Et ça s'explique assez bien. Là, on sait qu'à pH 8,3, l'aluminium va s'hydrolyser à un composé qui est parfois chargé négativement, ce qui n'est pas l'idéal pour le polyester qui est ici chargé négativement. Donc, une autre solution qu'on a trouvée, c'est finalement, ça serait d'augmenter la taille des flocs pour augmenter utilement leur vitesse de chute et de facto l'enlèvement lors de la décantation. Donc, on a constaté que souvent, les nanoplastiques, les microplastiques sont agrégés dans un floc via le coagulant et le flocculant, mais un floc qui est trop petit et qui ne décante pas assez vite. Et c'est souvent le cas aussi en eau usée. Donc, une des solutions qu'on a trouvées serait d'injecter un genre de super flocculant, un polymère 2.0, si je peux l'appeler comme ça, que j'ai créé en laboratoire. Et en fait, il s'agit d'une fibre de cellulose ou une fibre de coton que j'ai greffée et fonctionnalisée et qui pomperait les flocs. Bon, je ne sais pas si ce mot-là existe, mais qui ferait une connexion. Cette fibre-là sert vraiment de connexion, une connexion structurale qui va lier les plus petites particules ensemble, agglomérer les flocs en un ultra gros floc, finalement. Et comme on peut voir là, sur la diapositive ici, là, on voit les flocs classiques en haut à gauche de la diapositive, le floc conventionnel qui est formé avec de l'alun, un flocculant. Et vous avez le floc formé via des fibres fonctionnalisées. Donc, de l'alun, un flocculant et la fibre. Et on voit que les flocs sont considérablement plus gros, environ 10 à 20 fois plus gros que les
les flocs conventionnels. Et c'est justement pourquoi là, on réussit à enlever plus de nanoplastiques et plus de microplastiques avec ces fibres-là, parce que finalement, la vitesse de chute est simplement plus élevée. Donc, on passe d'un enlèvement d'environ 80 à 95 là, pour un temps de décantation de 3 minutes en laboratoire. Et on observe cette tendance-là aussi pour les microplastiques. Donc, si vous me permettez d'isoler quelques conclusions. Bon, les fibres de plastique sont plus facilement retirées des eaux que les fragments ou les microsphères de plastique. Les gros microplastiques sont aussi plus réfractaires au traitement conventionnel que les plus petits microplastiques, et ça s'explique essentiellement par des phénomènes d'incorporation. Et c'est pour ça qu'on aimerait éventuellement maximiser la taille des flocs. On a aussi observé que les microplastiques altérés, les microplastiques vieillis aux UV ou les microplastiques qui ont de la matière organique collée dessus sont assez souvent plus facilement retirables des eaux et ils ont finalement plus d'interaction avec les coagulants. On a aussi observé que le battement des plastiques était influencé par le pH, ce qui n'est pas complètement étonnant, aussi influencé par le type de matière organique. On a observé dans certaines eaux que le contenu organique, la matière organique, faisait la promotion, aidait finalement le coagulant à s'attacher au plastique, alors que dans d'autres surfaces, le contenu organique faisait un peu l'effet inverse, c'est-à-dire que la matière organique s'attachait au plastique et bloquait la surface pour un éventuel coagulant. La forme et la taille ont un impact aussi plus important sur l'abattement des plastiques. On a observé que des fibres en général, peu importe le matériel, que ce soit du polyester, du polypropylène ou même du coton, étaient bien enlevées lors du traitement conventionnel, alors que les plus gros plastiques, eux, c'était plus difficile quand ils avaient la forme sphérique. Et aussi, j'en ai pas parlé beaucoup pendant la présentation, mais on a exploré au laboratoire depuis environ 1 an la possibilité de quantifier ou de pseudo-quantifier la concentration des microplastiques en fonction des MES dans les effluents. Donc, un peu comme on le fait en traitement des eaux potables, d'estimer le risque microbiologique via la turbidité, bien, on pourrait, dans les eaux usées, estimer le risque d'avoir plus ou moins de microplastiques en fonction des MES. Et finalement, ce que ça veut dire, c'est plus on enlève de MES, plus on enlèvera des microplastiques ou des nanoplastiques. Et on énumère là, des solutions qui pourraient être l'ajustement de pH. Il y a une petite coquille à ajustement ici, pardon. Aussi des coagulants préhydrolysés qui pourraient être utilisés en combinaison avec l'alun à des moments critiques de l'année, ou aussi des fibres fonctionnalisées qui pourraient promouvoir l'agrégation. Donc, voilà pour moi. J'aimerais en terminant remercier des partenaires, des collègues de l'Université McGill, Laura Hernandez et Jeffrey Farner, qui portent une bonne expertise sur la chimie de surface des plastiques à McGill. Aussi des gens clés pour le projet, pour nous, là, avec les coagulants, des gens de Kémira, Catherine Brosseau et Manuel Moreau, que je remercie. Et aussi le professeur Benoît Barbeau, avec qui j'ai eu le plaisir d'apprendre le fonctionnement des coagulants jadis à Polytechnique. Et aussi, forcément, les organismes subventionnaires. Donc, merci. N'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup, Mathieu. C'était fort intéressant. Il y a déjà des questions dans le clavardage, donc on va y aller tout de suite. Il faut que je remonte à la bonne. OK. Bon, ici, il y a Nicolas. Je sais que tu en as parlé un petit peu, là, mais il y a Nicolas Beauchamp de la ville de Trois-Rivières qui disait quel était le pH de coagulation. Le pH doit influencer la charge de surface des MP, des matières plastiques, j'imagine. Donc, je sais que tu l'as abordé, là, donc... Ouais. Ben oui, tout à fait. Ça influence vraiment beaucoup même. En fait, pour l'alun, ce qu'on a observé, c'est entre 6 et 7,5. On avait un bon comportement, l'alun fonctionnait bien. Et c'est pas étonnant parce que bon, la relation était les mêmes avec les colloïdes naturels dans l'eau, donc qu'on quantifiait via la turbidité ou la matière en suspension.
Souvent, les questions sont posées en cours de conférence. Fait que des fois, les réponses arrivent un petit peu plus tard, mais ça veut dire que les gens ils sont très motivés habituellement par les conférenciers. Il y a Jeanne-Hélène Jugui, j'espère que je prononce bien son nom, qui dit, bon, excusez la question de profane, mais est-ce que les résines sont des plastiques ou assimilés, ou bien c'est une problématique à part? Donc, si je comprends bien, ou assimilés. Ça veut dire assimilé, j'imagine, biotransformé ou biodégradé, j'imagine? Ça dépend c'est une question qui pourrait être complexe. Je ne suis pas sûr de la saisir moi non plus. Ça dépend de la définition de la résine. Si vous faites allusion à une résine avec une composition mixte de plastique et d'une autre substance organique, et à savoir comment on la classe, est-ce que c'est un microplastique ou un nanoplastique ou du plastique en général. Il y a des articles qui considèrent ces résines-là comme des plastiques, en fait, parce qu'éventuellement, cette résine-là, qui n'est pas faite à 100% de plastique, pourrait se dégrader, va se dégrader éventuellement, et on se retrouvera éventuellement avec le polymère de plastique dans l'environnement de toute façon. Je ne sais pas si ça répond à votre question, par contre. Sinon, il y a la possibilité de reposer une question sur le chat si Mme Jigui veut en savoir davantage. Il y a Anne-Sophie Allonnier qui dit « Bonjour, donc quel est le devenir des boues d'épuration au Canada? La présence de microplastiques est-elle un problème dans les boues d'épuration? » C'est une très bonne question, puis je ne l'ai pas abordée du tout. Puis, on ne considère pas que c'est un problème ici au Canada ou aux États-Unis parce que, bon, si on considère, par exemple, que ça ira à l'enfouissement, partons de cette hypothèse-là, oui, il y aura des plastiques en bonne quantité dans les boues, mais ils seront confinés. Donc, on parle pas d'une contamination énorme, elle sera très locale, si on peut dire, et tout l'aspect de la toxicité dans les eaux de surface, puis les organismes aquatiques, et éventuellement pour les enjeux d'une prise d'eau potable sont éliminés. Donc, avant de se soucier du plastique enfoui dans les sols, dans des sites confinés, contrôlés, je pense qu'on a beaucoup de travail à faire avant dans les eaux. Comme dans les eaux de surface, c'est ça? Ouais. Donc, Nicolas, de Trois-Rivières, dans quel genre de matrice ces essais ont été réalisés? Eau usée ou eau naturelle? Oui, c'est une bonne question. Puis je suis passé rapidement là-dessus, encore une fois par manque de temps, mais c'est une bonne question. On a fait plusieurs essais là, dans des eaux de surface de la rivière des Mille-Îles, le fleuve Saint-Laurent, des eaux usées aussi de plusieurs municipalités. On a aussi testé sur des eaux synthétiques. Donc, différentes conditions. Et on constate que c'est assez généralisable. C'est-à-dire que les fibres vont toujours être mieux enlevées, que ce soit en eau usée ou pour une autre surface, et que les plus gros fragments de plastique, plus sphériques, sont toujours plus difficiles à enlever, que ce soit dans des eaux de surface ou des eaux usées. Et finalement, la dernière conclusion, c'est que les plastiques vierges, non vieillis, sont aussi plus difficilement enlevables dans les eaux usées et dans les eaux de surface. Une autre question de Romain Philippe de l'Université Laval. Sais-tu si un traitement biologique peut réduire les matières plastiques? Une autre bonne question, puis je ne suis pas un expert sur ce procédé-là. La littérature scientifique semble montrer que oui, si on parle d'un procédé biologique, disons un bout activé. Et il y a les articles qui commencent à démontrer encore une fois que même pour un bout activé, l'abattement des plastiques serait corrélé avec les MES à l'eau décantée. Donc, l'hypothèse de ça, c'est que les constats, en fait, c'est que les microplastiques sont aussi agrégés durant un bout activé. Il y a quand même des polymères là-dedans, des polymères plus naturels, mais parfois aussi des bouts activés qui sont assistés par un traitement chimique. Mais oui, c'est tout à fait envisageable qu'ils soient enlevés dans ce genre de procédé-là aussi. Là, il y a Marie-Hélène Jugui qui faisait une petite... qui venait rajouter par rapport à sa question. Donc, oui, elle parlait de résine mixte, est-ce assimilé au plastique? Oui. En fait, je peux répondre un petit peu à la question. Parce qu'en chimie, en fait, quand on parle de résine, c'est quelque chose de neuf. Hein?
quand on va parler, par exemple, des résines de polyester, c'est quand on arrive avec une matière brute en usine, puis c'est neuf, puis c'est parfait. Tandis que quand on est dans le milieu naturel, on n'a plus affaire à des résines, on a plus affaire à des plastiques. Une fois que le plastique est formé, puis qu'après ça, il se retrouve altéré. Hein? Je pense que c'est comme ça que tu l'expliquais. Il se retrouve altéré par différents processus. Donc, ça peut être en réaction avec le soleil, les micro-organismes du sol, réaction avec toutes sortes de choses. Donc, ce qui rend la question complexe, en fait. Il y a JF Vermette, j'imagine, c'est Jean-François de CTTEI, qui trouve la conférence très intéressante. Merci beaucoup. Rassurant de voir qu'il y a de l'espoir pour la décantation des MP. Maintenant, il faut les gérer dans les boues. Au CTTEI, on étudie l'oxydation en voie humide comme solution possible. Les boues sont en grande partie en valorisation agricole au Québec. Donc, c'est un statement, comme on dit. C'est beau. Donc, CTTEI, ça veut dire quoi? C'est ça, c'est le centre de transfert? Je ne sais pas c'est quoi CTTEI. Je peux prendre la parole si vous voulez, oui, M. Proulx. Oui. Donc, Jean-François. Oui, on est bonjour. Oui, bonjour. Oui, on est le Centre de transfert technologique en écologie industrielle, un centre de recherche collégial à Sorel-Tracy. OK, parfait. Puis, je suis conscient que c'est un petit peu hors sujet, là, ça n'enlève absolument rien à l'excellente présentation là, qui traitait des eaux, mais oui, le problème, bien sûr, se retrouve dans les boues et puis il faut trouver des solutions là-dessus. On est intéressé à y travailler avec McGill ou autres partenaires pour la suite. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup de cette précision-là, M. Vermette. Il y a René qui pose la question à tout le monde. Est-ce qu'il y a des restrictions pour la valorisation des boues? Donc, on vient un petit peu d'en parler, là. Il y a plusieurs façons de valoriser des boues. Des fois, c'est au champ agricole, effectivement, mais des fois, ils peuvent être brûlés. À la Ville de Québec, la valorisation, les boues sont desséchées, et puis par la suite, ils s'en vont être incinérés. Bientôt, ils vont être comment on appelle ça? Donc, il va y avoir un biotraitement, de la biométhanisation. Donc, il y a plusieurs voies là, pour se débattre, pour valoriser des boues d'usines d'épuration. Il y a France, elle, les biosolides. Il y en a beaucoup dans nos sols, il y en a de plus en plus selon le PGMR. Merci pour l'eau potable, mais notre 2 de sol cultivable au Québec a besoin de vos lumières. Je ne comprends pas trop la question. Donc, c'est possible, France, peut-être de préciser votre question, de prendre la parole, je ne sais pas, parce que je ne suis pas sûr de ce que vous voulez poser comme question. Moi, par contre, Mathieu, j'aurais une question à te poser au niveau du comportement des microplastiques ou des nanoplastiques dans l'environnement. On sait que ils peuvent réagir avec la lumière, peuvent réagir avec les micro-organismes, et puis ça peut créer des sites actifs, on l'a vu là, dans ta présentation. Est-ce qu'il y a un risque de transport de métaux lourds par les microplastiques? Oui, absolument. Puis c'est quand même assez bien documenté. Puis pas seulement des métaux lourds. C'est sûr qu'il y a beaucoup de contaminants qui ont plus d'affinité avec une surface de plastique que le solvant, que l'eau ou que même des colloïdes plus naturels. Oui, c'est sûr qu'il y a un risque de transport, de bypass, si on veut, via les plastiques. Mais quand on regarde plus attentivement des études de transport de contaminants et en toxicité, pour l'instant, les charges de contaminants transportés dans l'environnement via des plastiques, on peut les détecter, mais c'est pas très élevé, surtout si on comparé à la charge qui est directement en provenance d'un effluent des dosés tels quels. C'est quelque chose qui est étudié, qui doit encore être étudié, à mon avis. Oui, effectivement. Puis, il y a une autre question qui m'arrive. François, juste rapidement, je pense que la question de Madame France, c'est au sujet des boues, en fait, que oui, qu'on est capable de travailler sur l'enlèvement des microplastiques dans les eaux usées potables et au naturel, mais que tôt ou tard, ça va rester dans le bout. Et je pense qu'il fait référence au plan
au plan de gestion des matières résiduelles qui montre que la contamination des boues est encore un problème quand on n'est pas pour l'agriculture. J'imagine que c'est ça. C'est ce que je comprends, oui, aussi. C'est beau. Parfait. Merci beaucoup, Emmanuel. D'ailleurs, j'en profite pour présenter Emmanuel à Mathieu. Oui, bonjour. Je suis désolé du retard. Je suis arrivé à midi et 10. J'étais en réunion. Merci pour la présentation, Mathieu. Ça m'a fait plaisir. J'aurais une autre question pour toi, Mathieu, qui me turlupine un peu, parce que là, on parlait surtout beaucoup des eaux usées. Dans l'eau potable, quand il arrive à l'eau brute, des nanos, des microplastiques à l'eau brute, et puis qu'on traite à l'ozone, si on a de la pré-ozonation, si je comprends bien, on va faciliter le traitement, c'est ça? Ça veut dire qu'on va encore plus altérer les nanos, les microplastiques, puis on va les rendre encore plus facilement enlevables par le traitement? Oui, bien, selon ce que je mentionnais, oui, tout à fait. Si l'ozone faisait en sorte qu'on réussissait à assez générer de groupements fonctionnels, mais encore faudrait-il que le coagulant soit injecté après. Donc, il faudrait une ozonation, alors qu'au Québec, on a beaucoup d'usines aussi qui ont des interozonations. Et aussi, ce qu'on a observé, c'est que l'ozonation, avec les concentrations d'ozone qu'on a et les temps de contact, ça ne serait peut-être pas assez puissant, finalement, pour assez changer la chimie de surface des plastiques de manière assez considérable pour améliorer les interactions avec les coagulants. Quand je mentionnais la photooxydation UV, c'est une transformation qui se fait, mais sur plusieurs jours, plusieurs semaines même. Donc, un temps de contact de 10 à 15 minutes avec de l'ozone ne serait probablement pas assez pour optimiser la coagulation. OK. Donc, c'est pas... ça nous donne une lumière d'espoir, mais peut-être pas. Il faudrait explorer davantage. Il faudrait probablement doser des bonnes doses d'ozone. Ou mettre des catalyseurs. Ce serait peut-être une possibilité, mais là, actuellement, en traitement d'eau potable, on essaye de minimiser l'ajout de choses comme ça. Donc, on a pas mal terminé les questions du public. J'en vois pas d'autres. Donc, il ne me reste plus rien qu'à te remercier, Mathieu, de ta générosité et nous avoir fait comprendre davantage au niveau des microbes et des nanoplastiques, mais aussi donner un petit peu d'espoir au niveau d'enlèvement de ces composés-là. Donc, je m'adresse à tous et à toutes pour vous remercier d'avoir assisté à cette visioconférence. Nous vous invitons à la prochaine visioconférence de la chaire qui aura lieu le 26 mai à midi et qui sera donnée par Isabelle Lorion, qui est professeure à INRS ETE à Québec. Et le titre de cette conférence est « Des fluorimètres de poche pour le suivi de la matière organique dissoute et de la biomasse phytoplanctonique dans l'eau potable des communautés nordiques ». Je vous remercie à tous et à toutes d'avoir assisté à cette conférence, puis à Mathieu d'avoir généreusement donné de son temps. C'était un plaisir. Merci encore de l'invitation. À la prochaine, Mathieu. On va sûrement se voir en vrai à un moment donné. Au revoir.